Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous avez bien déjeuné, que vous êtes en forme, pas en train de tomber en sieste. On va faire en sorte que ça ne soit pas le cas. Je me présente, je m'appelle Mickaël Barbereau, je travaille pour la Fondation Eclipse. Je Euh, vais- Moi, c'est Gauthier de Saint-Martin-Lacaze, donc le nom est un petit peu plus long. Je suis freelance et je contribue un petit peu à Eclipse de temps en temps. donc moi, je développe sur la plateforme Eclipse pour le compte de la Fondation. Donc je suis les bugs, j'essaye de fixer les problèmes qui vous ennuient au jour le jour. Aujourd'hui, donc le thème de la présentation, c'est de vous introduire les nouveautés qui ont été mises dans Eclipse depuis ces 2 dernières années, puis ce qui va arriver là au mois de juin prochain. Alors avant de commencer, on a un petit sondage dans la salle. Qui a déjà utilisé Eclipse ici? Ouais, super. Donc tout le monde connaît Eclipse. Qui ne l'utilise plus? Il y en a quand même, hein. Une dizaine à peu On, près. on a pris les noms. Et alors, pour ceux qui ne l'utilisent plus, depuis quand vous êtes parti? Est-ce que vous êtes parti depuis 1 an? Levez la main. Depuis 2 ans? 3 ans? Et plus? Ouais. Ouais, ok, ouais, bah Donc, c'est soit 3 ans, soit 1 an en fait, donc typiquement, pour ces gens, principalement. les gens qui n'utilisent plus Eclipse, hein, qui sont partis chez des concurrents, l'objectif de la présentation, c'est de vous donner envie d'y retourner, de revenir et d'essayer, parce que vraiment, il y a eu des belles améliorations de fait ces 3 dernières années. Pour les autres, on espère vous montrer des choses qui vont améliorer votre vie au quotidien, pour ceux qui n'ont pas le droit de partir autre part. Ouais, j'ai entendu ça, en fait, que certaines personnes n'avaient pas le droit d'aller sur d'autres produits. Donc, petit récapitulatif sur Eclipse, la release, les releases annuelles. Donc, tous les ans, au mois de juin, il y a une release Eclipse avec un nom de code à chaque fois. Donc, en 2015, c'était Mars, sorti en juin 2015. En juin 2016, cette année, Néon. L'année prochaine, Oxygène arrive. Et vous savez peut-être que tous les mois de septembre et mois de mars, il y a une service release ou mars.1.2. Maintenant, on appelle les .1.2 et plus service release, mais peu importe, juste un changement de nom. Et petit changement cette année, c'est qu'on introduit une nouvelle service release au mois de décembre. Donc il y aura des patchs plus rapidement intégrés dans Eclipse. Donc vous aurez un nouvel service release en décembre 2016 qui s'appellera Néon.2 et en mars Néon.3. Et la même chose après pour Oxygène l'année prochaine. Alors, la présentation aujourd'hui, on a essayé de ne pas se focuser sur des projets en particulier, parce que vous savez qu'Eclipse, ce n'est pas un IDE commercial, c'est un ensemble de projets qui collaborent pour créer un espèce d'assembly, quelque chose qui va vous aider au quotidien. Donc on n'a pas voulu se focuser sur les projets, on a voulu se focuser sur les cas d'utilisation. Les améliorations qui ont été faites, les grands thèmes d'amélioration qui ont été faites ces dernières années. Donc la première catégorie, c'est le packaging. Donc vous avez peut-être noté que depuis mars, maintenant, quand vous allez sur le site Eclipse, vous téléchargez plus un package Eclipse, mais on vous propose d'abord un installeur qui prend cette forme-là, et donc vous sélectionnez ensuite un profil d'utilisation, donc un ensemble d'outils qui va être intégré dans votre environnement de développement. Et donc vous avez ce processus d'installation qui vous permet de l'installer par exemple dans vos folder Program Files. Un autre point qui a été un des points centraux de ces dernières années, ça a été de comprendre quels étaient les problèmes des utilisateurs. Jusqu'à présent, voilà, les gens se plaignaient beaucoup d'Eclipse, à raison. Il y a des problèmes, mais les développeurs n'avaient pas de feedback. Donc un gros effort a été fait pour récupérer ce feedback de manière automatique, ou de moins la plus automatique possible, avec par exemple du monitoring pour les frises d'UI. Je suis sûr que si je fais un sondage aujourd'hui, qui s'est déjà plaint d'un freeze d'Eclipse et que la souris ne bouge plus? Voilà, je vais avoir 100% des mains levées. Donc il y a un monitoring que vous pouvez activer dans vos préférences et qui du coup, si l'UI freeze plus d'un certain temps, seuil que vous définissez, à ce moment-là, il va automatiquement créer une erreur et vous allez pouvoir rapporter le bug comme quoi l'UI a freezé pendant X secondes. En plus de dire seulement que lui a freezé pendant un certain temps, vous allez aussi pouvoir récupérer des stack traces pour savoir où est-ce que ça a freezé. Donc là, par exemple, on a eu un freeze d'UI pendant 1 seconde et 1 seconde, 2, et en fait, c'était pendant du parsing XML qui a dû être fait dans un thread UI, ce qui est vraiment très 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 mal. C'est fait par PD pour pas... C'est la plateforme. Autre point, donc c'est bien de rapporter de nouvelles erreurs, de nouveaux types d'erreurs, pardon. Mais cela dit, il faut quand même que vous fassiez une démarche d'aller sur le Bugzilla. Alors Bugzilla qui n'est pas non plus la panacée au niveau interface utilisateur pour rapporter un bug. Donc comment vous aider à rapporter ces bugs plus rapidement? Donc il y a ce mécanisme d'error reporting automatique qui a été ajouté à Mars. Donc la première fois que vous allez avoir une erreur dans l'error log,
vous allez avoir cette petite pop-up qui va s'afficher en bas à droite de votre écran, vous demandant si vous voulez activer le reporting automatique. Si vous l'activez, à chaque fois que vous allez avoir une error log, donc par exemple un freeze du i, vous allez avoir la possibilité d'envoyer cette erreur automatiquement sur les serveurs d'Eclipse, et après ce rapport pourra être trié et créer un bug au besoin. Et la particularité de cet error reporting, c'est qu'en plus, si jamais vous êtes de nouveau face à cette erreur et que le bug a été fixé en contrepartie, vous allez avoir une petite notification, hey, ce bug-là, vous l'avez, mais depuis, il a été fixé. Mettez-vous à jour. Alors, ce mécanisme, c'est du opt-in. Hein, c'est à vous de configurer ça. On ne vous force pas à rapporter les erreurs de manière automatique. Donc, derrière, vous pouvez spécifier vos informations personnelles ou pas. Vous pouvez mettre quelque chose de faux si vous ne voulez pas être public. Et en plus, il y a des options d'anonymisation. Par exemple, si vous êtes sur des projets clients où vous ne voulez absolument pas que les noms des packages soient distribués, vous pouvez anonymiser le nom des packages, des classes et des méthodes, mais aussi l'error log. Par exemple, des fois, il y a des gens qui loguent les passwords dans les systèmes de log. À ce moment-là, c'est bien d'anonymiser tout ça. Je ne citerai personne. Autre gros point qui a été fait, c'est l'utilisabilité. Puis je vais laisser Gauthier vous en parler un petit peu. Donc un gros accent a été mis sur l'utilisabilité. Donc un premier point, par exemple, quand on est dans l'IDE, moi je fais beaucoup de web, j'essaye des fois de voir les images que je dois incorporer, les noms sont parfois un peu incompréhensibles. Je voudrais l'ouvrir à chaque fois que je l'ouvre. Dans Eclipse, j'avais tranquillement l'ouverture de, si j'étais sous Windows, la visionneuse Windows, ce genre de choses, ou alors si j'ai des éditeurs, genre GIMP, de mapper sur certains fichiers, j'ai GIMP qui se lance, c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. Maintenant, pour les PNG, les JPEG, et ainsi de suite, ça va s'ouvrir automatiquement dans l'IDE, donc ça utilise le petit browser interne de l'IDE, mais au moins vous pourrez voir votre fichier sans sortir de votre environnement de travail. Donc c'est un petit hook en fait, histoire de ne plus avoir à lancer l'extérieur de l'IDE. Le second point, donc là sur la présentation des projets, moi je fais beaucoup de Maven, je fais beaucoup de Java, beaucoup de Maven. On a tendance à avoir une présentation en hiérarchie avec un dossier parent, un core, un web, enfin des services, pourquoi pas un modèle. Et donc la hiérarchie Maven, elle n'était pas représentée dans Eclipse en fait, elle était à plat. Et moi personnellement, ça m'a toujours perturbé par rapport à mon système de fichiers qui est en arborescence. Donc maintenant, vous allez, donc vous utilisez la petite flèche. C'est quoi déjà Hop là, désolé. Vous utilisez la petite flèche ici là, et vous changez le mode de présentation pour passer en hiérarchie. Et là, automatiquement, vous allez avoir votre arborescence Maven qui va être respectée. Donc vos différents projets, en fait, qui vont se représenter sous l'arborescence. Moi, je trouve ça vachement plus pratique et beaucoup plus parlant quand je dois naviguer de temps en temps entre mon système de fichiers et mon navigateur dans l'IDE. Un autre point qui a été amélioré, donc je ne sais pas si vous connaissez, en fait, vous pouvez, en faisant un CTRL-E, switcher d'un éditeur à un autre. Ça, c'est quelque chose qui est assez pratique quand vous avez plein de fenêtres ouvertes. La fenêtre avant elle était complètement excentrée, elle était sur le coin en haut à droite. Maintenant elle est centrée sur la fenêtre, donc ce qui n'est pas vraiment visible là, parce que j'ai juste mis l'éditeur, mais elle est centrée sur la fenêtre en hauteur et en largeur. Et on a la liste des éditeurs que l'on peut filtrer. Donc là par exemple j'ai filtré sur tout ce qui est contrôleur. Donc ça permet de naviguer plus facilement, vous pouvez naviguer avec les flèches ou naviguer en continuant sur CTRL-E pour passer à l'éditeur suivant. Donc ça sera disponible dans Oxygène, et moi c'est un truc que je trouve super cool, vu que j'ai tendance à éviter d'utiliser la souris, mais plutôt d'utiliser le clavier, pour être le plus productif possible. Un petit point pour les performances, qui peut être pas mal si on a des machines qui sont des fois un petit peu mal taillées, je pense à des sociétés de services qui parfois n'ont pas forcément du bon matos pour développer. Et en fait, dans Eclipse, il y a un thème qui a été mis en place qui consomme un petit peu de puissance. C'est possible de le désactiver facilement dans les options. Donc ça, c'est arrivé dans Néon. Et donc vous allez pouvoir passer sous Windows de cette fenêtre-là à cette fenêtre-là, qui est donc un petit peu plus épurée. Et c'est surtout que ce sera un petit peu plus performant. Vous aurez moins de pertes de puissance, de mémoire sur cette partie-là. Donc toute la puissance, la mémoire sera sur votre IDE, sur votre travail.
Le Quick Access. Alors je ne sais pas si vous connaissez, parce qu'il y a toujours plein de menus dans Eclipse. Le Quick Access, c'est vous faites CTRL 3 ou commande 3 sous Mac. C'est quelque chose qui va vous permettre vraiment de découvrir ce que vous pouvez faire avec votre IDE. C'est un moteur de recherche, pas ultra puissant, mais c'est un moteur de recherche qui va vous permettre de lister les perspectives, les vues, les commandes. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous tapez CTRL 3, vous avez cette fenêtre qui apparaît, vous tapez vos mots-clés, et ensuite vous pouvez le sélectionner. Il y a eu quelques petites améliorations là-dessus, parce que c'est pas nouveau, mais on a maintenant l'icône qui représente un peu plus le menu correspondant ou la commande correspondante. Et là, c'est pas noté là, sur cet exemple-là, mais s'il y a un raccourci clavier associé, il apparaît à la fin du libellé, pour savoir après la prochaine fois, ne pas avoir à refaire CTRL 3, retaper votre mot-clé, mais directement de faire le raccourci clavier associé. Une belle amélioration, parce que moi j'utilise un PC Dell avec un écran IDPI, donc c'est quelque chose que j'ai vraiment attendu. C'est un support IDPI sur Windows et Linux qui permet de ne plus avoir des icônes microscopiques sur l'IDE. Maintenant j'arrive à utiliser mon IDE quand j'ai besoin de cliquer, j'arrive à l'utiliser en IDPI, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Le support de GTK3. Donc sous Linux, en fait, il y avait un support de GTK2, il y avait un support de GTK3, mais il y avait pas mal de petits glitches en fait, qui étaient ennuyeux pour l'utilisateur. Donc il y a eu beaucoup de travail dans Néon, dans Oxygène pour améliorer l'utilisabilité. Dans les bugs ennuyeux, là on a par exemple les libellés qui n'étaient pas alignés par rapport aux icônes, pas d'icône d'un côté. Donc c'était dommage. Le deuxième point, là, c'est les formulaires, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais en fait, autour des champs texte, en fait, il y a un autre encadré, ce qui surcharge la vue, ce qui n'est pas agréable en fait. Ça donne une impression de pas fini. Enfin, ça a été corrigé. Donc c'est vraiment sympa. Et enfin, sur cette partie-là, en fait, vous avez la tab bar en fait qui avant prenait beaucoup de place. Donc tous les menus, ça prenait beaucoup de place. Ça a été amélioré en fait pour loger dans le même espace beaucoup plus de menus et ne plus voir des menus qui dépassaient, donc sortaient de la fenêtre. Ça, c'est un vieux bug. C'est quelque chose qui est super. Dans Eclipse, un éditeur par défaut, si vous tapez une longue ligne de code, elle est longue et puis vous n'arrivez pas à la voir. Ça peut être embêtant dans certains cas. Les fichiers de log aussi, la console qui est juste horrible avec des lignes très très longues. Vous avez la possibilité de faire un soft wrap. Donc vous changez votre présentation, vous avez une petite icône ici pour activer et automatiquement ça va revenir à la ligne. Donc c'est toujours le même numéro de ligne, mais ça va se représenter en multiligne pour que vous puissiez le voir directement dans la taille de votre fenêtre. La comparaison de fichiers. Je ne sais pas si vous utilisez Git, si vous utilisez Gerrit, GitHub, et ainsi de suite. À chaque fois, la comparaison, tout ce qui est nouveau, c'est sur la droite. Et dans Eclipse, tout ce qui est nouveau, c'est sur la gauche. C'est quand même pas pratique en fait quand on est habitué à d'autres outils. C'est possible de le changer maintenant. Ça arrivera dans Oxygène, donc en juin prochain. Vous aurez la possibilité, il y a une préférence pour le changer, et ce n'est pas juste une préférence qu'il faut aller fouiller, hein, parce que ça serait vraiment dommage. En fait, dans l'éditeur de comparaison, vous avez directement un accès à la préférence. Vous le modifiez une fois, c'est fait, ça sera comme sous GitHub pour les pull requests, comme sous Gerrit, et ainsi de suite. Je vais te laisser la main sur cette partie-là. Ouais, un autre point, donc là c'est un peu plus bas niveau, c'est un peu plus au niveau plateforme. Il y a un texte éditeur générique qui arrive dans Eclipse. Donc pour vous au quotidien, ça ne va pas vous changer la vie, mais ça permet à tous les développeurs de plugins de contribuer de nouvelles syntaxes et la coloration syntaxique de la complétion de manière beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. Et quelque chose qui devrait être dans Oxygène, alors là, je ne vais pas m'engager parce que je ne suis pas dessus, mais les gens qui développent cet éditeur générique ont pour objectif, en tant qu'exemple, en tant qu'implémentation de référence, de supporter la coloration syntaxique, les fichiers de configuration de couleur de Sublime. Donc a priori, n'importe quelle syntaxe supportée par Sublime sera supportée par Eclipse. Donc vous aurez de la coloration syntaxique au moins pour ces fichiers-là. Tooling Git. Alors je ne sais pas si vous utilisez Git au quotidien, mais l'intégration de Git dans Eclipse a été franchement améliorée ces 3 dernières années. Une des features majeures, c'est le support direct de Gitflow. Alors Gitflow, pour ceux qui ne connaissent pas,
c'est un modèle de branching pour support, enfin, qui marche plutôt pas mal, qui est assez populaire. Cependant, ce modèle de branching nécessite, y réfléchir de manière purement abstraite, c'est pas facile. Créer les branches manuellement avec l'outillage, c'est pas aisé non plus. Alors il y a des scripts en ligne de commande qui vous simplifient ça. Aujourd'hui, vous avez directement l'intégration de ce modèle de branching dans l'intégration Git. Le support des Git hooks, alors encore une fois, c'est pour les gens qui utilisent la ligne de commande, qui étaient habitués à customiser leur workflow dans Git par des hooks. Aujourd'hui, l'intégration Git dans Eclipse supporte cet ensemble de hooks, donc la quasi-totalité. Juste, seule limitation, il faut être sur un système POSIX, donc Unix, Linux, macOS, et sous Windows, il faut installer Cygwin, parce que autrement, vous n'êtes pas capable d'exécuter les scripts bash qui sont derrière ces hooks. Donc c'est depuis mars, et il y a une partie de ces hooks-là qui sont supportés uniquement depuis cette année. Ça vous permet, par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas, là ici on a un pré-commit hook, c'est-à-dire qu'avant chaque commit, il y a un script qui est lancé et qui vérifie que dans les noms de fichiers, j'ai pas de caractère non ASCII. Et là, par exemple, il y a un S7 allemand dans mon nom de fichier, et du coup, dit hop là, je n'ai pas le droit de committer. Et maintenant, l'intégration Git dans Eclipse vous donnera ça. Le support de Git LFS, encore une fois, c'est une fonctionnalité assez avancée de Git, mais qui manquait à l'intégration dans Eclipse. Si vous stockez des gros binaires dans votre repo Git, bon, c'est mal, parce qu'à chaque fois que vous allez faire un clone, sinon ça va prendre une plombe à cloner. Donc il y a cette initiative qui a été faite de supporter les gros fichiers au sein de repo Git. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de comment c'est implémenté, mais l'intégration Git dans Eclipse supporte aussi ce système. Donc quand vous clonerez un repo Git qui supporte LFS, vous aurez bien les gros fichiers binaires ne seront pas rapatriés et vous seront rapatriés uniquement à la demande, exactement comme en ligne de commande. Le support des end of line. Qui a déjà pesté contre l'intégration Git et le support des end of line? Alors, quasiment tous les gens qui utilisent Git, j'imagine. Donc Git en ligne de commande fournit un certain nombre d'utilitaires pour gérer la transformation automatique de retour chariot. GitHub a un excellent article pour décrire ce qu'il faut faire. Le problème, c'est que l'intégration Git dans Eclipse ne savait pas lire ces informations et ne savait pas les interpréter. Donc aujourd'hui, il interprète ces attributs-là, ces Git attributes-là. Donc vous allez pouvoir configurer votre repo Git en ligne de commande pour que la conversion se fasse bien. Et l'intégration dans Eclipse ne foutra pas tout en l'air. Pour ceux qui utilisent Git et qui utilisent Gerrit, il y a un nouveau projet dans Eclipse qui est intégré depuis Neon, qui s'appelle Gerrit, qui vous fournit du coup une intégration directe de Gerrit dans Eclipse. Donc vous avez ici quelque chose de très similaire à ce que vous pouvez avoir dans l'interface web, avec la liste des changements relatifs aux changements courants, la liste des conflits, etc., la liste des votes. Et donc vous n'avez plus besoin de quitter votre IDE pour travailler avec Gerrit. Donc là, par exemple, vous avez la liste des revues en cours, celles qui vous attendent, et tout communique par l'API Gerrit, l'API REST de Gerrit. Et ce qui est cool, c'est que du coup, vous avez l'intégralité de votre code dans votre IDE. Vous n'avez plus besoin de reviewer le code dans une interface web. Vous avez à peine la coloration syntaxique. Ici, vous allez avoir tout l'outillage Java qui va vous compiler les choses et qui va vous vérifier les choses. Et vous allez pouvoir commenter directement, rajouter des commentaires sur les fichiers directement dans l'éditeur de comparaison Eclipse. Alors Git, c'est bien, ça le vend en poupe, mais il y a encore des gens qui sont obligés de bosser avec SVN. Et il y a des améliorations aussi. Alors, vous savez, SVN, vous êtes obligé d'installer un connecteur la première fois que vous lancez SVN, qui a déjà fermé l'installation de connecteur parce que c'était une pop-up qui l'ennuyait pour le moment, et qui après était infoutu de le retrouver, parce que en fait, c'était impossible de le retrouver, mais depuis mars, vous pouvez aller dans les configurations, les préférences, et récupérer ce wizard pour installer les connecteurs SVN-Kit. Pour information, ce problème de connecteur, c'est juste un problème de licence. On ne peut pas distribuer du code GPL avec Eclipse, donc on est obligé d'avoir une étape suivante pour installer ce connecteur GPL. C'est à vous de prendre la décision d'utiliser du GPL. Autre amélioration, donc par défaut jusqu'à Neon, l'intégration Subversion vous forcez à check-outer tous vos projets dans le workspace. Maintenant, vous pouvez configurer où vous voulez check-outer vos projets.
Donc ça sera en dehors du workspace, et le workspace n'aura que des liens vers ces localisations sur votre file system. Et donc ça, c'est une préférence que vous pouvez changer. Et de toute façon, maintenant, à chaque fois que vous check-outez quelque chose dans SVN, il va vous demander si vous voulez utiliser cette localisation par défaut ou si vous voulez le mettre autre part. C++. Et oui, Eclipse, c'est pas seulement un IDE Java, hein, c'est un éditeur C aussi extrêmement puissant. Et je vais vous montrer 2-3 features qui ont été intégrées récemment et qui sont franchement surprenantes. Alors la première, c'est peut-être la moins disruptive, c'est une nouvelle launch bar. Alors c'est pas spécifique à CDT, mais c'est pas uniquement l'intégration C++ qui la fournit. Pardon, c'est pas spécifique à l'intégration C++. Elle pourrait très bien être installée dans l'intégration Java, mais pour l'instant, ce n'est que cette intégration C qui la fournit. Donc c'est juste une nouvelle barre d'outils ici qui vous permet de lancer les dernières reconfigurations de manière un peu plus claire. L'intégration supporte le lancement d'applications directement dans un container Docker. Donc là, hyper pratique pour les gens qui veulent débugger sur des systèmes autres que leur système hôte. La vue de désassemblage, donc là c'est du code C désassemblé, il me semble que c'est du code x86. Quand vous survolez un registre, maintenant il vous met directement ce qu'il y a dans le registre, il interprète le registre. Ça, pour les gens qui font du C++, du C++, c'est quand même hyper précieux. Un autre truc que j'adore, que je connaissais pas du tout, donc dans le Memory Browser, donc le Memory Browser va vous afficher l'état de votre stack et de votre appli de votre data. Vous allez pouvoir par exemple déréférencer une variable et il va directement vous afficher le contenu de la variable dans la mémoire, et donc vous allez pouvoir savoir pourquoi vous avez cette SIGSEV, cette segmentation fault, parce que vous n'avez pas le caractère nul à la fin de votre string ou des choses comme ça. Enfin, c'est hyper précieux, et là en plus vous voyez que s'il trouve à certains endroits d'autres variables, il va vous les afficher, les surligner, etc. Le travail commence sur le support de C++14. Donc là par exemple c'est le support des expressions constantes. Donc ici c'est une expression constante qui n'est pas une macro. Alors je suis pas expert C++, mais a priori, c'est comme une macro parce que ça va être évalué à compile time. Enfin, ça pourrait être évalué à compile time. Et donc ici, c'est un integer, la somme de 1 à 4 qui fait 10. Et donc ça va bien être évalué comme un integer de int10. Le tooling Java. Je vais passer la main à Gauthier qui va vous commencer ça. Alors avant de développer sur du JavaScript, parce que je ferai un petit peu de JavaScript à un moment, j'ai beaucoup développé en Java, et il y a des trucs tout bêtes, des préférences comme l'auto-escape qui sont pas activées par défaut dans les précédentes versions d'Eclipse, même la release courante. Ce qui fait que quand vous copiez une expression régulière, par exemple, là c'est vraiment l'exemple d'une expression régulière, c'est un morceau qui était en tête d'un mail en fait pour une adresse mail, et que vous la copiez dans un string, ça échappait pas en fait les caractères spéciaux. Donc si vous avez un backslash, ça doublait pas les backslash, et ainsi de suite. D'autres éditeurs de code le faisaient, et Eclipse, fallait activer l'option. Maintenant, à partir de juin, l'option sera activée par défaut. Donc vous n'aurez plus besoin de vous en occuper. Vous allez coller un string qui est complexe, une expression régulière qui est complexe. Vous mettez ça dans un string, ça sera automatiquement échappé. Il n'y aura pas besoin de savoir quel caractère on doit échapper. Est-ce que j'ai bien échappé mon slash ou mon double slash? Est-ce que je l'ai bien échappé le bon nombre de fois? Et ainsi de suite. Autre point super cool, moi à chaque fois que j'utilise Eclipse en tant que développeur Java, l'un des premiers plugins que j'installe, c'est Eclema, pour Eclipse EMA, qui est en fait un outil qui va permettre de faire de la couverture de code en utilisant le moteur Jacoco, comme pourrait le faire votre intégration continue avec un sonar, pour voir la couverture de code. Je fais beaucoup de TDD, donc c'est vraiment super utile. Eclema, en fait, est devenu un projet Eclipse. Donc ça fait partie des projets Eclipse et fera partie de la release, du release train, en fait. Donc en juin, il y aura une nouvelle version d'Eclipse EMA qui sera intégrée et donc qui fera partie des packaging. Je vais te laisser la main sur la partie Maven. Donc, depuis mars, enfin, le support Maven est utilisable. Je ne sais pas si vous l'utilisez depuis, mais il y a quand même une grosse amélioration qui a été faite. Ça ne plante plus comme avant, c'est un peu plus raisonnable. Vous pouvez configurer le niveau de sévérité des erreurs rapportées par le support Maven. Par exemple, le fait que la configuration des projets est périmée.
Avant, c'était forcément une erreur. Maintenant, vous pouvez le faire. Des fois, on a envie que on le fait à juste titre, et on le sait, et on n'a pas envie de voir une erreur de compilation nous empêcher de lancer des choses à cause de ça. Donc, vous pouvez le setter en tant que warning. De même que si vous avez des plugins qui ne sont pas couverts par la configuration du cycle de vie, vous pouvez configurer le niveau de sévérité. Alors là, normalement, c'est des GIFs animés, mais en fait, on tourne sur du PDF, donc les GIFs animés, ils passent pas. C'est le support de la complétion à l'intérieur de l'éditeur de pommes. Donc ici, sur le Mavenware plugin, vous pouvez faire CTRL espace dans la configuration, et vous allez avoir les propositions directement des configurations supportées. Donc ça marche pour n'importe quel plugin. Et ici, c'est le Build Helper Maven plugin, et la complétion se passe sur la source. Donc la source, c'est configuré comme étant un file dans le plugin, et donc vous allez avoir la complétion sur le folder courant, enfin sur le working directory du project. Autre apport dans Néon, le support de Gradle en natif. Donc il y a Gradle Inc. qui contribue à Eclipse, le projet qui s'appelle BuildShip. Alors bon, le nom n'a pas vraiment de rapport avec Gradle, mais donc aujourd'hui, vous pouvez, quand vous téléchargez Eclipse pour Java, vous avez l'intégration Gradle native, et vous pouvez créer des projets Gradle, et puis vous avez une vue Gradle Task qui vous permet de lancer chaque task indépendamment, de manière indépendante. Pardon. Il y a aussi un paquet d'améliorations au niveau support Java. Par exemple, maintenant, quand vous tapez quelque chose dans votre éditeur et que vous faites CTRL espace pour activer la complétion, on va vous surligner, enfin, on va mettre en gras ce que vous avez tapé, ce qui vous permet de retrouver un peu plus facilement le code que vous voulez. Et c'est particulièrement utile puisque maintenant, la complétion ne se passe pas uniquement sur le préfixe, c'est sur n'importe quelle partie de la chaîne de caractères. Donc là, si vous tapez button.selection, il va vous proposer le add_selection et le get_selection, chose qu'il ne vous aurait pas fait avant parce que vous n'avez pas mis le bon préfixe. Il y avait une recherche uniquement par préfixe. Des petites améliorations sur des quick fix sur, par exemple, assigner tous les paramètres à des nouveaux champs. Plein de petites nouveautés que je vous invite à regarder et à essayer. Un gros point d'amélioration également, c'est le support de l'analyse des expressions nulles. Donc en utilisant les annotations non null ou nullable, l'intégration Java de Eclipse va vous analyser ça de manière vraiment plus pertinente, notamment sur les génériques. Donc si vous avez des types génériques annotés par nullable, maintenant ils vont être correctement interprétés et vous levez les warnings ou les erreurs correctement dans le code. Donc ça implique des analyses de graphes, d'appels assez velues, mais le support est vraiment bon. Depuis Néon également, on intègre Window Builder, donc Window Builder qui existait avant comme projet indépendant, qui a été racheté par Google, et puis maintenant qui est un projet Eclipse. Enfin, c'est un petit peu compliqué, mais maintenant Window Builder est directement intégré dans Eclipse, ce qui vous permet de designer de manière graphique vos interfaces utilisateurs en Swing ou en SWT. Pour ceux qu'on font. Pour ceux qu'en font. Le support de JUnit 5, donc JUnit 5 n'est pas encore réalisé, mais ça devrait arriver en courant décembre normalement, si la roadmap n'a pas changé. Et le support de JUnit 5 a déjà commencé dans Eclipse, donc vous pourrez, dès la release dès la release de JUnit 5, utiliser ce nouveau framework pour écrire vos tests unitaires. Depuis mars également, beaucoup de support des lambdas, beaucoup de travail autour des lambdas, donc avec des quick fixes pour migrer vers les lambdas. Donc vous allez pouvoir convertir des classes anonymes vers des lambdas et l'inverse. Vous allez pouvoir convertir des lambdas vers des appels, vers des méthodes références. En fait, j'ai deux fois le même screenshot, ça devrait être l'inverse. Bref, beaucoup de quick fixes pour migrer vers les lambdas depuis mars, et le support du compilateur est également nettement amélioré. Quelque chose qui est arrivé le mois dernier, ça c'est vraiment génial quand vous débuguez. Imaginons que vous avez mis votre point d'arrêt ici sur le tout début de la méthode G. Vous avez steppé dans votre code, vous êtes arrivé jusqu'à l'appel de X, et puis là, vous aimeriez bien savoir ce qu'a retourné getOther. Mais vous ne l'avez pas affecté une variable, donc dans le debugger, normalement, vous ne l'avez pas. Et maintenant, vous avez tout le temps la valeur de retour du dernier appel de méthode. Donc là, vous savez que getOther a retourné une hmap et vous pouvez le débugger. Donc ça, c'est vraiment super. Donc c'est depuis la dernière milestone de Oxygen. Donc vous pouvez l'utiliser dès maintenant si vous téléchargez la Developer Preview. Et pour moi, c'est une raison suffisante de migrer vers.
Non, pas dans CDT, c'est uniquement Java ça. Des breakpoint triggers. Alors, le cas d'utilisation est souvent quand on met des breakpoints, on n'a pas envie qu'ils soient activés avant qu'on ait atteint une certaine étape dans le code, notamment pour des méthodes utilitaires qui sont souvent appelées. Eh bien, vous pouvez maintenant créer des breakpoints qui vont être juste des triggers, c'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas passé dans ce bout de code, les autres breakpoints ne sont pas actifs. Donc pareil, c'est pour du debugging avancé, mais en fait, quand on commence à utiliser, on ne peut plus s'en passer. Des améliorations de perf. L'index de Java a été entièrement réécrit et les performances, jusqu'à présent, les chiffres nous indiquent à peu près x10, mais on n'est pas à l'abri d'avoir mieux que ça. Donc, par exemple, pour ouvrir la hiérarchie de type sur Java Lang Object, donc toutes les classes Java de mon workspace, sur un exemple qui prenait 37 secondes, on ne prend plus que 4 secondes à afficher. C'est juste des performances de folie. Donc c'est des gars de Google qui ont fait ça. Je vous invite à aller voir le document de référence ici qui explique la spécification de comment ils ont réécrit ça et quelles sont les techniques qu'ils ont utilisées de mapping. Bref, c'est vraiment du très très gros boulot. Le support de Java 9 qui est en cours, le support des modules notamment, qui est un gros travail, qui sera dans Oxygen, et il y a déjà les premières versions qui sont disponibles pour tester ça. Donc là, vous voyez qu'il y a bien les modules de base de la JRE. Le support PHP qui a également été bien amélioré ces derniers temps, donc essentiellement par la société Zend, hein, mais pas seulement. Donc le support de PHP 7 depuis Néon. Vous allez pouvoir utiliser toutes les belles nouveautés de PHP 7, par exemple le typage de paramètres et de retour de fonctions. Des améliorations sur l'assistance de code, la complétion, notamment dans la PHP doc. Des meilleurs retours d'erreurs, par exemple ici sur la duplication de visibilité. Et de la coloration syntaxique beaucoup plus sémantique. Donc là, vous allez, par exemple, avoir les méthodes dépréciées qui vont être barrées, etc. Ça va être la sémantique est beaucoup plus est mieux interprétée, pardon. Donc ça, c'est depuis Néon. Également depuis Mars et Néon, il y a de l'outillage pour les containers. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Eclipse supporte Docker et Vagrant de manière native et vous aide à développer vos applications dans Docker et dans Vagrant. Donc là, c'est l'outillage de Docker qui est là depuis mars. Donc vous avez des vues pour voir l'ensemble de vos images Docker. Vous avez ce qui est en train de tourner dans votre Docker, dans votre instance courante. Vous avez l'ensemble des containers disponibles. Donc là, vous avez la liste des images, la liste de vos containers. Dans Vagrant, l'outillage est très similaire. Chose notable dans Vagrant, c'est que vous avez l'intégration du terminal. Donc vous avez directement votre terminal de la machine qui tourne, de la VM, enfin du container, pardon. Et vous pouvez directement écrire des commandes dedans sans avoir à quitter votre IDE. Donc on est vraiment dans le I de IDE là. Et le web tooling. Donc là, je vais laisser la main à Gauthier qui va vous parler de ça et vous faire une démo des nouveautés de l'intégration tooling web qui est vraiment extraordinaire. Donc sur cette partie-là, je vais surtout parler de la partie JavaScript. Je ne sais pas si vous étiez venu pour cette partie ou pas du talk. Donc en fait, dans la partie JavaScript, il y a eu une grosse refonte depuis Néon. Avant Néon, en fait, vous aviez un support magnifique d'ECMAScript 3 dans Eclipse. Moi, personnellement, j'en ai jamais fait, j'ai fait du 5 et je fais du 6. Donc, en fait, vous avez maintenant un support un peu meilleur autour d'ECMAScript 6, mais aussi des package managers, NPM, Bower, pour ceux qui font des vrais projets JavaScript et qui ne font pas juste un petit fichier JS qui est appelé par un HTML. Il y a également les build systems, puisque quand vous faites un minimum de scaffolding avec par exemple du Yeoman, vous allez avoir Grunt, Gulp qui vont être là, qui vont vous permettre de lancer des tâches. Dans Eclipse, je vais vous montrer ça, vous aurez une petite intégration de Grunt et Gulp. Et il y a aussi, comme ce que je disais, ECMAScript 6, mais également un éditeur des fichiers JSON, il n'y en avait pas avant, du debugging de JavaScript et donc du debugging d'applications Node, avec un petit support de Node. Je vais arrêter avec les slides et puis je vais passer dans l'IDE parce que je pense que ça sera peut-être un peu plus sympa de voir un exemple. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, si ça a l'air d'être pas trop mal.
Donc, j'ai essayé de grossir un minimum l'IDE, enfin un maximum en fait l'IDE. Donc je vais vous montrer 3 petits exemples d'applications. Donc d'abord l'exemple qui n'est pas la réalité d'un développeur JavaScript, c'est-à-dire un petit fichier HTML qui appelle un petit fichier JS. Donc déjà on peut se rendre compte, hop là, ce serait mieux comme ça, on peut se rendre compte déjà d'un premier point, c'est que, hop là ça sera mieux, désolé. En fait on peut se rendre compte déjà que j'ai l'analyse JavaScript qui passe, classe qui est ECMAScript 6, c'est reconnu. Il y a 1 an et demi, c'était pas le cas, donc les classes sont reconnues, les lettres sont reconnues, je vais avoir de l'autocomplétion un petit peu sur ce que je tape. Voilà, on va me proposer ça, si je commence à taper const, on va me proposer const. Voilà. Elle n'est pas encore parfaite, cette autocomplétion, parce qu'on a surtout les mots-clés qui sont arrivés. On a en partie les méthodes qui sont déclarées dans nos classes qui arrivent. Il y a un gros travail qui est en cours pour améliorer ça. Mais donc c'est déjà un premier point. Il y a la coloration syntaxique qui s'est améliorée. Je sais pas pourquoi j'ai un petit glitch là. Alors je pense que c'est avec mon écran 4K, hein, clairement. Je vous dis ce que j'en pense, mais je pense que ça vient de là. Donc ça c'est vraiment pour la partie ECMAScript 6. Je vais vous montrer également un petit peu la partie debugging, vu que c'est un exemple très très simple. Autant en profiter. Donc pour la partie debugging, ça ne fonctionne qu'avec Google Chrome, enfin avec Chrome en général, en fait. Et hop, c'est mieux avec un vrai raccourci clavier, voilà. Et en fait, il faut lancer Chrome en mode debug. Donc c'est assez simple, il y a juste besoin de rajouter un remote debugging port pour pouvoir se connecter sur la VM Chrome pour ensuite pouvoir débugger. Donc là, je vais lancer mon IDE, mon navigateur. Je vais retourner dans mon IDE et je vais faire un petit clic droit. Je vais faire un petit debug. Chrome Chromium, et là en fait je vais donc lancer ma page HTML directement dans Chrome, et si dans mon fichier JS, hop, je vais retourner là, je vais rajouter par exemple un petit point d'arrêt ici, je suis désolé pour le visuel, je sais pas si, ouais si ça va, je vais peut-être réduire un petit peu. Si je rajoute un point d'arrêt, en fait automatiquement quand je vais commencer à jouer avec mes données, jouer avec mon appli, je vais pouvoir basculer automatiquement en mode debug. Donc ça c'est plutôt cool, vous allez pouvoir, dans votre IDE, là où il y a votre code, là où vous travaillez en temps normal, retourner sur votre code et voir ce qui se passe. Donc vous allez voir, le debugger fonctionne, vous allez pouvoir voir ce que vous avez mis, donc dans todo j'ai mis Toto. Vous avez une liste de variables qui est encore améliorée, mais où vous avez toutes les informations de ce qu'il y a dans Windows et ainsi de suite. Et vous allez pouvoir également modifier vos informations. C'est-à-dire que là je vais retourner sur mes variables, je devrais avoir vers le bas Toto. C'est quand même pas super cool de mettre Toto. Je vais mettre autre chose, je vais mettre DevFest 2016, c'est un petit peu là où on est en ce moment. Donc là je vais pouvoir le mettre à jour, ça modifiera ce qui se passe actuellement dans mon navigateur. Je vais également pouvoir, donc là j'ai déjà fait le cas, mais ce qui va me donner en fait Hello. Donc je fais un petit F8, j'ai des points d'arrêt un peu partout, et je vais avoir Hello DevFest 2016. Donc ça c'est plutôt cool. Si j'agis dans mon IDE comme je le fais en Java, comme je le fais avec d'autres outils, je vais pouvoir directement modifier le comportement de mon JavaScript, remettre des données. Je peux également modifier le fonctionnement de mon JavaScript. Je vais remettre Toto, je vais faire un petit add new to do, et en fait, je commence à avancer, mais en fait je veux pas mettre Hello. Je veux juste mettre mon to-do en fait. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Je viens de faire CTRL-S, il vient de repartir au début de la méthode, il va reprendre les informations, je passe sur mes différents points d'arrêt, et j'ai bien que Toto. Il ne fait pas Hello Toto, j'ai modifié mon code, ça a été pris à chaud. Donc ça c'est vraiment plutôt cool quand vous faites du JS, que ça soit repris à chaud dans votre navigateur en mode debug, alors que vous modifiez dans votre IDE. Vous n'avez pas besoin de modifier, redéployer, remodifier, enfin c'est un gain de temps, clairement. Donc ça c'est le premier petit exemple. Je vais repasser maintenant sur un vrai projet, parce que là ça n'a pas l'air réel, quoi. C'est juste un fichier HTML avec un fichier JS. Donc je vais vous montrer un petit peu une application Node. Donc déjà on peut voir que le package.json est pris en compte. J'ai un package.json, j'ai ma coloration syntaxique, c'est l'éditeur JSON d'Eclipse.
Donc c'est un vrai projet que j'ai fait un petit peu facilement, hein. C'est juste un package.json, j'ai quelques dépendances qui vont bien, et en fait ça sert une API REST qui va elle-même se connecter à l'API Marvel pour servir les personnages de Marvel en fait en API REST. Ce qui est cool, c'est que dans le support de package.json, vous allez avoir de l'autocomplétion en fait sur qu'est-ce que l'on peut mettre dans un package.json. Ça utilise en fait les schémas JSON que vous pouvez trouver en ligne, qui sont utilisés dans d'autres éditeurs tels que VS Code, et ainsi de suite, pour avoir de l'autocomplétion. Donc sur le package.json, ça marche. Toujours sur la partie Node et donc le package.json, vous allez avoir la liste des scripts qui sont affichés, donc vous allez pouvoir ensuite les lancer directement depuis l'IDE. Vous pouvez également, si vous avez besoin, lancer un npm install, un npm update, vous faites vos modifications, vous n'avez plus besoin de repasser en ligne de commande, c'est juste un petit run qui est dans l'IDE. Ça c'est vraiment cool. Voilà. Alors pour information, j'ai déjà lancé l'API Node en mode debug, parce que j'étais pas sûr d'avoir assez de réseau tout à l'heure qui était assez lent pour précharger en fait déjà des données de l'API Marvel. Donc pour le lancer en fait en mode debug, j'ai juste fait un clic droit, debug as, Node.js application, et il m'a lancé l'application Node en mode debug. Donc ce qui fait que dans ma console, j'ai normalement une petite console avec un chargement de mes données. Bon là j'ai du log un peu pollué. Ce qui fait que quand j'ouvre mon API, donc là c'est mon API en local, quand je passe en F5, voilà, ça se rafraîchit tranquillement, mais si je prends mon fichier de mon application Node, donc là j'ai un contrôleur, si je mets un point d'arrêt ici, je vais faire un petit F5, je vais arriver en mode debug également là-dedans. Donc vous faites du Node, mais vous n'êtes plus obligé de faire du Node avec du debug à l'ancienne quand vous étiez dans Eclipse. Vous avez un debugger, JavaScript, Node.js, directement dans votre IDE. Et ça c'est cool, c'est vraiment cool. De la même façon, je vais pouvoir modifier les entrants, mettre à jour le code, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ça va être pris à chaud, vous allez vraiment pouvoir jouer, vous vous rendez compte, vous êtes en train de tester, il y a un endroit où ça ne marche pas, vous mettez votre point d'arrêt, vous vous rendez compte que votre erreur, c'est vous avez oublié un paramètre, vous êtes planté vous avez fait une typo, donc fatalement vous passez undefined au lieu de passer le paramètre qui arrive en entrée de la méthode, donc c'est dommage. Des fois, plutôt que de tout recharger, vous faites votre modif, vous faites CTRL-S et c'est parti. Donc ça c'est vraiment pour la partie Node, la partie debugging. Je vais revenir un petit peu aussi sur ce que je parlais de Node, j'ai parlé du debugging, j'ai parlé un petit peu de S6 pour la coloration syntaxique et tout. J'ai rapidement parlé de JSON et j'ai évoqué également Bower. Donc on va passer sur un autre projet, on a une API, c'est cool. Donc, je vais faire un petit F8 parce que ça serait dommage que ça reste bloqué. Je vais passer sur un projet, donc j'ai fait du scaffolding en AngularJS, j'ai pris le générateur AngularJS officiel, j'ai juste fait une chose, j'ai désactivé le live reload. Il n'y a plus besoin de live reload, vous pouvez débugger en live. Quand vous allez modifier, ça va recharger à chaud directement dans le navigateur. Donc je l'ai désactivé pour les démos. Donc je vais avoir mon fichier Bower, voilà, c'est un fichier JSON. J'ai aussi mon autocomplétion pour Bower, sur ce que l'on peut mettre dans un Bower. Moi, franchement, à chaque fois, je suis obligé d'aller revoir la doc. C'est quelque chose qui m'énervait. Voilà, j'ai mon autocomplétion, je sais ce que je peux mettre comme balise, est-ce que je veux mettre auteur, est-ce que je veux mettre autre chose. Vous allez avoir la même chose également sur vos fichiers, donc là, JSint. Quelles sont les règles que j'ai dans un fichier JSint? Vous allez avoir la même chose sur ESLint, c'est intégré de base. Et puis il y a des fichiers, ils ne sont pas intégrés. J'ai un Babel RC JSON, j'ai pas d'autocomplétion dessus, il sait pas ce que c'est l'IDE. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Et surtout qu'il existe des schémas en ligne qui permettent de savoir, qui décrivent le fonctionnement. Mais c'est pas grave en fait, vous pouvez les rajouter. Il vous en manque, vous connaissez un fichier descripteur, vous allez dans le catalogue JSON, vous lui dites, je voudrais un petit fichier descriptif pour babelrc.json. Vous allez chercher donc soit en ligne, soit un fichier en local. Donc là, je vais faire un fichier en local pour être sûr que ça fonctionne. Tout à l'heure, j'ai des soucis de réseau. Vous appliquez.
Et là, vous avez de l'autocomplétion en fait sur ce qui est décrit. Vous allez avoir la même chose dans d'autres éditeurs, mais là, votre IDE, Eclipse, celui que vous utilisez tous les jours pour du Java, vous faites, moi j'ai beaucoup fait Stack Java et Stack Angular pour se connecter à des API REST qui sont développés en Java, vous allez avoir vos outils qui s'améliorent, qui vous aident réellement. Donc ça, c'est vraiment cool. Et il y a un point après que j'ai pas montré encore, c'est Grunt et Gulp. C'est cool, j'ai fait un slide avec Grunt et Gulp, j'en ai pas encore parlé. En fait, sur un fichier Grunt comme sur un fichier Gulp, vous avez la liste des tâches. Automatiquement, vous allez avoir votre liste de tâches, vous allez pouvoir les lancer. Vous allez pouvoir créer des run configuration ou des debug configuration, mais surtout des run configuration pour lancer vos tâches facilement depuis votre IDE. Donc dans mon IDE, par exemple, je vais pouvoir directement lancer mon Grunt Serve. Mon Grunt Serve, il se lance, je l'ai là, j'appelle mon API. J'ai plus besoin de me dire, tiens, j'ouvre mon terminal, c'était quoi la commande, c'est quoi le nom, j'arrive sur un nouveau projet, je connais pas la liste des tâches de Gulp, parce qu'ils n'ont pas fait comme tout le monde, ils n'ont pas fait du scaffolding, ils ont fait un truc vraiment avec eux, c'est pas serve, c'est serveur, EUR, parce qu'on est en France. Moi, personnellement, quand ça m'arrive, je pleure. Là, je suis freelance, quand j'arrive chez un client, même s'il a fait des trucs vraiment personnels qui sont pas du tout liés aux standards du web, je vais avoir une découverte de ces tâches facilement, je vais vraiment pouvoir les lancer. Donc là, c'est juste une petite application Angular qui permet d'afficher des personnages de Marvel. Voilà, c'était juste pour cette petite partie-là. Je crois qu'il nous reste 5 minutes si je dis pas de bêtises. Parce que ça devait durer 50 minutes. Je vous propose en fait qu'on passe aux questions si vous en avez. Moi, j'ai fait un petit peu le tour de cette partie. Oui. Alors sur le support de TypeScript, il existe plein de plugins pour TypeScript autour d'Eclipse. Ils ne sont pas développés au sein de la fondation, enfin en tout cas ils ne sont pas gérés par... quand je dis gérés, c'est pas vraiment géré, mais ils ne sont pas développés dans le cadre de la fondation Eclipse. Je crois qu'il y en a 3 de mémoire. Il y en a 2 qui n'ont pas l'air très actifs, et il y a TypeScript.java qui a l'air plutôt actif, qui est développé par Angel Ozer. Je ne l'ai pas testé personnellement, j'ai pas encore pris le temps de le tester. En fait, il a créé une implémentation pour Java pour se dialoguer avec le Language Server Protocol. Donc il va avoir normalement la même autocomplétion qu'un VS Code. Après, j'ai pas testé. Angelo est très très actif sur son GitHub. Vous postez un ticket, il y a un truc qui marche pas. Moi, je l'avais fait sur le support d'AngularJS avec son plugin AngularJS Eclipse. Au tout début du plugin, je lui ai rapporté un bug. Le lendemain matin, je mettais à jour sur la snapshot parce que j'avais une correction de bug. Le mec, il codait la nuit. C'est quelqu'un de très très actif. Donc TypeScript.java, je pense que c'est l'une des meilleures alternatives. Après, je les ai pas testés. Justement, cette partie des bugs, ça doit passer par une en fait, comme je fais pas de TypeScript, j'avoue que j'ai pas testé. Et le debugging, c'est arrivé réellement sur Néon, des améliorations en Néon point. Et là, je suis sur la milestone d'Eclipse, donc il y a peut-être des petites choses qui ne sont pas encore sorties. Pour information, là, toute la démonstration, c'était un Eclipse J2E, la milestone 3 d'Oxygène, 0 plugin en plus. Donc tout ce que vous avez pu voir, le fait que je puisse par exemple grossir, réduire la taille du texte facilement avec un raccourci clavier, c'est intégré. Vous faites CTRL+, CTRL-, ça marche. Enfin, c'est voilà. Je suis pas arrivé à ce niveau-là en fait parce que c'est vrai que pour l'instant j'utilise beaucoup Grunt moi, donc j'ai pas les pipelines et j'intègre en fait quand je suis en mode dev tout ce qui est minification ou regroupement de fichiers, ça par exemple je le fais pas. Donc je suis directement sur le fichier, les différents, mon découpage en fait en classe parce que je fais beaucoup d'Angular, mon découpage de contrôleurs, de services et ainsi de suite. On a le temps pour une dernière question. Une autre question. Non, pas d'autres questions. Même, enfin, pas forcément sur la partie web, hein, sur tout ce qu'on a présenté avant. Oui. Quelque chose qui m'énervait beaucoup sur Eclipse à l'époque, et c'était en partie c'était l'annulation des tâches. Et on se rendait compte que les tâches continuaient à tourner. Des fois, alors là, vous avez le spécialiste de l'annulation des tâches. Et c'est pas une blague. Hein, j'allais juste au bout.
Alors, pour faire court, en Java, on peut pas canceller un thread de l'extérieur. C'est pas safe. Enfin, c'est déprécié depuis Java 5, le thread.stop. Donc, quand on lance un thread, on peut pas le stopper de l'extérieur. Donc, il faut que le thread le prenne en compte. Donc, il faut que le développeur de plugin qui lance le thread réponde aux interruptions. Donc, il faut éduquer les gens à développer des plugins de manière correcte. Il y a de l'outillage, notamment, j'ai développé de l'outillage pour Oxygen qui vérifie si une tâche lancée en tâche de fond vérifie de manière assez fréquente la demande d'annulation et rapporte une erreur et donc rapporte un erreur par l'error reporting, le mécanisme d'error reporting que je vous ai montré au début. Donc ça va permettre d'améliorer les plugins et les aider à répondre à ces demandes de manière plus fréquente. Mais il n'y a pas de solution miracle pour ça, malheureusement. Après, sincèrement, sur la partie, ce qui est déjà intégré dans les packaging J2E ou autres, j'ai moins le souci qu'avant. Pour plein de raisons, pour plein d'améliorations. Des fois, les threads qui ont été bien pris en compte quand on demande une demande d'interruption, mais également parce qu'il y a des fonctionnements qui étaient lents qui sont devenus plus rapides. Donc c'est beaucoup moins frustrant. Moi, depuis Eclipse Mars, j'ai été frustré à un moment par mon IDE, je le suis plus. Ça a vraiment changé sur cette partie-là. Merci beaucoup. Dernier petit point avant de conclure. S'il vous plaît, scannez le QR code, là, évaluez les sessions. Ça permet aux organisateurs de la conférence de savoir quelles sont les sessions qui plaisent pas. Nous, on va avoir du feedback aussi, ça nous permet de savoir ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu. On est dans le coin jusqu'à demain soir, donc n'hésitez pas à venir vers nous si vous avez d'autres questions, et on vous remercie pour votre attention.